Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Dans cet épisode, nous allons vous parler de secrets et notamment de secrets de famille. Bonne écoute! Coucou Mandaya, comment ça va? Ça va. D'humeur chantante, d'humeur ensoleillée, radieuse. C'est ça. Vraiment, tout va bien. Tout va bien. Et toi? Notre ami le soleil est de retour, donc ça va. Ouais, mais même quand il a plu, c'était beau, tu vois. Il y a quelques jours, là, nous, on a eu une averse. C'était trop drôle. On a eu une grosse tempête. Et j'ai dit aux enfants, mais venez, on va danser dans le jardin. Et ils sont en mode, quoi? J'aurais dit, mais venez. Ouais. Et quand il pleut des cordes, comme dans les films, tu étais censé aller danser sous la pluie, quoi. Sous la pluie, bien évidemment. Donc je les ai emmenés et ils étaient en mode, waouh, maman, c'était tellement une bonne idée. Waouh! T'es incroyable. Ils étaient incroyable. Là, genre, on devrait faire ça plus souvent. Je dis, bah oui, les prochaines averses, on y retourne, on est obligé. Bah oui, c'est ça. Et après, les enfants sont malades, ils vont plus à l'école. Et tout le monde dit, atchou. Voilà. Quelle maman irresponsable. Grave. C'est incroyable. Mais ça valait le coup. Mais ça valait trop le coup. Oui, ça fait des souvenirs, quoi. Ouais. Ça fait de très, très, très bons souvenirs. Grave. Ok. Bon, bah c'est cool. Écoutez, on est à l'avant-dernier épisode avant notre départ en vacances. Parce qu'on vous fait un compte à rebours. Et donc, du coup, on s'était dit qu'on allait parler d'un sujet un peu plus lourd, mais on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de communautés, pas forcément les communautés africaines, parce que parfois on peut avoir l'impression que dans mon pays, au Congo, toutes les familles congolaises connaissent ça. On va te dire que tu vas parler avec des Camerounais, ils vont te dire non, nous aussi on a connu ça. Tu vas parler avec des Sénégalais, ils vont dire non, nous aussi. Tu vas parler avec des Français, ils vont te dire non, nous aussi, des Chinois, etc. Donc, si on se permet de faire une conclusion et de généraliser, c'est un problème qui touche tout le monde. Et on va parler du secret de famille. Qu'est-ce qu'on entend par secret de famille ? Donc, secret de famille, c'est quelque chose où certaines personnes de votre famille sont au courant. Si on va donner une définition bête et méchante, bête et simple, c'est qu'il y a certaines personnes de votre famille qui sont au courant de quelque chose et les autres ne sont pas au courant. Et l'idée, c'est que toutes les personnes qui sont au courant du secret meurent avec le secret et que finalement ce ne soit plus un sujet. Je vais vous donner un petit exemple un peu bête. C'est par exemple, on va faire, comment ça s'appelle, ma mère qui avait une collègue, pardon, c'est très compliqué pour moi de commencer cette phrase. Ma mère avait une collègue qui avait été adoptée, sauf qu'elle ne savait pas qu'elle était adoptée. Donc, wow, ça commence fort déjà. Oui, elle savait pas qu'elle avait été adoptée. C'est comment dire ? En fait, elle avait une sœur qui était blonde aux yeux clairs. Ses parents étaient blonds aux yeux clairs et elle était brune aux yeux marrons. Et toute la famille, grosso modo, tout le monde était plus ou moins cheveux clairs et yeux clairs. Et c'était la seule avec les cheveux marrons, etc. Donc, surtout mais que tu parles de Game of Thrones ou tu parles d'une vraie histoire ? Non, d'une vraie histoire. Surtout que dans la génétique, les yeux foncés et les cheveux foncés sont des cheveux forts et des yeux forts. Okay. Donc du coup, il y a un repas de famille, il y a des choses qui se chuchotent et machin, je sais pas quoi. Et en fait, il y a quelqu'un de la famille qui a dit, oui, mais de toute façon, elle a été adoptée. Et elle entend ce bout de phrase-là. Donc, elle avait toujours cette idée dans sa tête quand elle était plus jeune de se dire « mais je comprends pas, moi je suis très différente. » Mais sa maman lui expliquait en disant « tu sais, c'est la génétique, il y avait sûrement des personnes brunes avant, etc. etc. » Et en fait, effectivement, elle avait été adoptée. Ses parents avaient eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Et donc, au moment où ils se sont dit « on va adopter un autre enfant », la maman est aussi tombée enceinte. Donc, c'est comme ça qu'elle a été adoptée et qu'en fait, ses parents ont eu aussi un enfant naturellement. Wow. Et elle dit, je voulais pas que ce soit un secret, mais finalement, c'est devenu un secret, etc. Mais elle a découvert ça, c'était presque une adulte. Parce qu'une personne, tu sais, c'est comme une vieille tante que t'as pas vue depuis longtemps et qui réapparaît. Mais carrément. Qui réapparaît et qui dit ça à table à une autre personne. Bah oui, parce qu'elle se dit, c'est trop gros comme secret. Elle se serait jamais imaginé que l'enfant n'était pas au courant. En tout cas, moi, je me serais jamais imaginé que l'enfant n'était pas au courant. En fait, le truc, c'est que
elle en a parlé avec une autre personne et cette femme-là a entendu un bout de phrase, en fait. Wow. Donc, elle lui a même pas dit en face, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, c'est quand même chaud parce que du coup, ça fait vraiment toute la vie d'une personne. Et puis, c'est encore plus difficile à digérer quand tu sais que d'autres personnes plus lointaines étaient au courant et toi, tu n'étais pas au courant de ta propre histoire, quoi. Tu connaissais pas tous les bouts de ta propre histoire. C'est difficile. Wow. Et franchement. Et donc, du coup, il y a des choses comme ça où on néglige parfois le ressenti des enfants, où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est que tu as l'impression que tu ne captes pas certaines choses, et où les enfants ne vont pas capter, mais les adultes ne sont pas si discrets que ça, parce que un enfant qui arrive et qui est un peu discret, ça arrive... comment dire, ça arrive, tu vois, tu entends au détour d'une conversation, ouais. Tu vois, un enfant, c'est très bien se cacher quelque part, etc. Et puis, tu as aussi la façon, on néglige souvent le fait qu'un enfant peut capter comment une personne peut se comporter vis-à-vis de lui, faire des différences ou des choses comme ça. Dans le cas où tu as des belles-mères, des beaux-pères, etc., où tu vas voir, avec son enfant, il va se comporter d'une façon, mais moi qui ne suis pas son enfant, il va se comporter d'une autre façon, tu vois. Et ça, c'est que dans le cadre où ce sont des enfants qui ont été ajoutés à une famille. Là, j'ai été chez la coiffeuse dernièrement. Il y avait un monsieur qui est venu déposer une jeune fille. Donc, la jeune fille est clairement métisse et il a un petit garçon. Donc, les deux enfants ont à peu près le même âge. Et tu dis, bon, même si la génétique, elle est très, très forte, allez, ils sont pas les deux enfants de même parents. Et en fait, lui, il avait eu un premier enfant d'une union qui était espagnol, avec qui il parlait espagnol. Et en fait, c'était l'enfant de sa compagne qui était métisse. Et lui, il faisait un effort pour emmener cette petite fille chez la coiffeuse parce que la maman était blanche. Donc, je pense que cet enfant est né d'un papa noir et d'une maman blanche. Le papa ne fait plus partie du truc. Okay. Et lui, ce monsieur vient se tomber amoureux d'une jeune femme qui a une petite fille métisse. Et la maman, en fait, ne s'occupe absolument pas des cheveux de l'enfant. Donc, quand je vous dis qu'elle ne s'occupe pas des cheveux de l'enfant, c'est que l'enfant a les cheveux crépus. Et c'est ça aussi qu'on oublie parfois dans les métissages, c'est que les enfants métis n'ont pas forcément des cheveux très doux, très faciles à manier, en fait. Elle avait vraiment des cheveux crépus, aussi crépus que toi et moi, d'ailleurs. Et la petite, on lui a enlevé ses tresses, elle a fait son shampoing toute seule, elle est partie à la plage sans peigner, sans mettre de pommade, rien faire dans ses cheveux. Elle est arrivée chez la coiffeuse, elle avait des locks, alors que ça faisait 3 jours qu'elle avait défait ses cheveux. Incroyable. Il y avait des locks, la coiffeuse, elle a dit, en fait, il faut peigner, machin, etc. Mais ce que j'ai apprécié dans ça, c'est que le monsieur, il a pris la charge de cette petite fille parce qu'elle fait partie comment ? C'est sa famille maintenant, c'est son système. De sa famille et il va, comment expliquer ? Il va embrasser tout ce qui va avec. Il se dit pas juste je suis amoureuse de sa mère elle va s'en occuper. Il dit bah non, en fait moi j'ai les 2 enfants. De la même façon que mon fils, je l'emmène toutes les semaines chez le coiffeur, elle, je vais l'emmener toutes les semaines chez la coiffeuse pour lui faire des nattes collées, pour les faire machin. Et la petite, tu sais que elle est traumatisée des cheveux. Mais parce que dès qu'elle voit un peigne, elle a l'impression que elle a l'impression que c'est quelque chose de très très grave. C'est qu'elle a l'impression que c'est Elle va l'associer à la souffrance, en fait, directement. Bah oui, c'est normal. Exactement. Oh, la pauvre. C'est un truc qui part... c'est un truc où tu te dis, dès qu'elle voit la coiffeuse, dès qu'elle voit la devanture, en fait, c'est quelque chose qui est très traumatisant, tu vois. Et moi, je connais pas l'histoire de cette fille. Je ne connais pas... c'est une petite fille de 8 ans, donc... Tu peux vite projeter des choses et imaginer une histoire pas possible, etc., etc. Et en fait, moi, ça m'a tout de suite fait penser à l'émission 90 Day Fiancé qu'il y a sur TLC. TLC, c'est ça. Yes. Où en fait, tu avais un couple où les parents ne connaissaient pas cette fille, c'était un secret. La famille du papa ne savait pas qu'il avait un enfant avec une dame qui vivait aux États-Unis et que ça a fait tout un scandale de dire mais comment ça t'as eu un enfant avec quelqu'un et tout. Bon après là tu vois là je fais vraiment des raccourcis
très très court, quoi. Ouais, mais je trouve ça vraiment d'une folie d'avoir un enfant et de cacher l'existence comme ça. Enfin, tu sais, il y a des choses, en fait, pour moi, c'est presque mystique. Même si t'as rien fait à l'enfant directement, le fait de cacher son existence, c'est nier son existence, quoi. Je sais pas quel impact ça va avoir sur l'enfant, indirectement. C'est vraiment spécial. En fait, c'est ça. Et ce que j'ai remarqué dans notre communauté, t'as beaucoup de choses où c'est un vrai secret, tu sais, des familles où les enfants ne sont pas des deux parents. Par exemple, nous, ce qui nous a motivés à faire cet épisode aussi, c'est que dans notre communauté, on nous dit toujours, tu vas à l'école, tu fais des études, une fois que tu as ton diplôme, tu te maries, tu as des enfants. Le schéma classique parfait. Et si tu ne le fais pas, c'est la honte. Il n'y a pas de gauche. Voilà, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Parce que c'est tout droit. C'est parce que c'est surtout ça que j'entendais moi aussi. Tu fais ça parce que c'est comme ça, parce qu'on l'a tous fait, et c'est comme ça qu'on met l'honneur sur sa famille, pas autrement. Et exactement. Il n'y a pas il y a pas de truc différent, tu vois. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, oh waouh, c'est vraiment compliqué. Parce que quand tu regardes autour de toi, moi je regarde dans mes oncles, dans mes tantes, t'as des gens qui ne sont pas, des gens qui sont pas mariés. T'as des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, mais les enfants, tu as une pièce ici, une pièce là-bas, et chacun avait sa pièce de son côté, ils ont fait famille, puis ils ont eu d'autres enfants ensemble. T'as des gens qui se sont séparés, t'as des gens qui sont ensemble, mais qui devraient pas être ensemble. T'as des unions de... ah oui, mais en fait, ça, c'était son deuxième bureau. La première a divorcé, mais finalement, elle est venue remplacer. Enfin, des trucs où tu te dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire. Quand tu es un peu adulte et que tu commences à comprendre certaines choses, tu te dis, mais c'est pas possible. Franchement, j'ai l'impression que je peux donner genre 10 exemples différents de familles. Et dans ces 10 familles, il y aurait des parcours différents. C'est incroyable. Tout à fait. J'ai vu le modèle de... On est 6 enfants, et tu vois que tous les enfants se ressemblent, etc. Et puis tu te rends compte qu'en fait, y a un enfant qui était né d'une union avec une autre dame. La dame, elle a dit, tu sais quoi, garde, elle a laissé l'enfant avec son papa. Le papa, il a trouvé une autre madame. Il a rajouté 5 enfants derrière. T'as des unions de... il y a autant d'enfants... Et il y a un enfant qui découvre que non, en fait ton père c'est pas ton père. Ok, d'accord. Genre je trouve ça tellement incroyable. En fait, je me dis c'est sur l'identité en fait. Tu vois, on a parlé précédemment de comment on se construit, etc. quand on est enfant. Je me dis, imagine, tu t'es construit sur toute une image, toute ta vie. T'as eu un modèle. Et un jour, je sais pas, t'as 18 ans, t'as 25 ans, t'as 30 ans, on te dit, en fait, tu vois, quand on t'avait dit ça, ça, c'était faux. La manière dont il y a quelque chose qui doit se briser en toi, je sais pas comment tu répares ça, en fait. Où tu te rends compte que en fait, tu vas remettre tout en question. On va t'expliquer un secret et tu vas commencer à remettre tout en question, à te dire, mais qu'est-ce qu'on m'a caché d'autre, en fait? Non, ouais, en fait, on m'a menti toute ma vie. Et même psychologiquement, dans la façon de se construire, on a parlé des complexes de Deep et des machins, etc. Dans des épisodes précédents. Le truc, c'est que quand tu te construis, tu t'imagines en tant que parent. Tu te projettes, tu vois tes parents, tu te dis, ah ben moi aussi j'ai envie de faire ça avec mes enfants, c'est naturel. Ah ben moi je trouve que ma mère par rapport à ça elle est trop stylée, je trouve que mon père par rapport à ça il est trop stylé, moi j'aimerais bien être comme ça, moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et quand tu t'es construit là-dessus et que tu découvres à ton adolescence en tant que jeune adulte ou adulte que tout ça n'a pas été ça a été basé sur un mensonge, tu te dis mais on se fout de moi, littéralement. Mais grave. Parce que, qu'est-ce que ça aurait fait de différent ? Pour parler que de mon histoire personnelle, et voilà, moi, quand j'ai décidé d'adopter ma fille, comme elle était vraiment petite, on m'a demandé, est-ce que tu vas lui dire qu'elle était adoptée ? Pour moi, c'était pas une question. J'ai dit, mais bien évidemment qu'elle va savoir qu'elle était adoptée. Je vais pas commencer à lui mentir, parce que tu vas commencer à analyser des traits du visage, tu vas dire, oui, mais moi, j'ai le nez qui est pointu, alors qu'elle a le nez rond. Et puis, commencer la relation avec ton enfant comme ça, c'est sur un mensonge, dès le début. C'est surtout quand même. Surtout que ça n'a aucun intérêt. Bah oui. Ça n'a absolument aucun intérêt parce que ça se voit. Même si tu peux capter des mimiques ou des choses comme ça, je préfère commencer notre relation en lui disant en fait, j'ai choisi de t'adopter.
je vais répondre à ces questions en fonction de son âge, et je ne juge personne, parce que vraiment, chacun fait ce qu'il veut, mais dans toute relation, c'est toujours bien de commencer sur une base saine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. J'ai vu, même, tu vois, dans mes parents, mon père, ses parents avaient divorcé. Il a eu une belle-mère qui s'est très très mal comportée vis-à-vis de lui. Mais ça reste que tu es le frère, demi-frère, demi-sœur des enfants qu'ils vont avoir. Donc vous êtes liés dans tous les cas. Et c'est pas vous êtes liés jusqu'à temps que vous êtes majeur, vous êtes liés jusqu'à la mort des parents. Donc c'est... Après, c'est des... En fait, je trouve que ça complexifie des choses qui sont déjà assez complexes. Ben oui, et en plus, je peux aller plus loin par rapport à ça, parce que malheureusement, moi, j'ai aussi entendu des cas de figure où il y a des secrets qui sont allés jusque dans la tombe. Et ça, en fait, l'effet que ça a sur un enfant qui se cherche, c'est dévastateur. Une fille qui... elle a toujours grandi avec sa mère, et sa mère, elle lui a donné une info sur son géniteur, et elle n'a jamais vraiment confirmé cette information, en fait. Et entre-temps, sa mère est décédée. Ce qui fait que là, elle est orpheline, elle n'a aucune idée de est-ce que le géniteur en question, il est encore en vie, est-ce qu'il est... Tu vois, il pourrait être dans la même ville, elle ne le sait pas. Et elle ne saura jamais, malheureusement. Parce qu'il y a des secrets, vraiment, les gens les emmènent jusque dans la tombe et ils ne se rendent pas compte, en fait, de à quel point c'est lourd, en fait. Et je trouve ça tellement dommage. Je me dis vraiment, faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse à ça, en fait. Quand tu ne veux pas dire la vérité à ton enfant, c'est pour quelle raison ? C'est pour ton image ? C'est parce que tu as peur de la confrontation ? T'as peur de... En fait, quand je dis pour l'image, c'est une manière de dire tu as peur de voir dans les yeux de l'enfant le reflet de, je sais pas, de tes mauvaises décisions ou de ce genre de choses, quoi. T'as peur que ça affecte ton enfant d'une certaine manière et qu'il te perçoive d'une autre manière, mais laisser son enfant à moitié accompli parce que t'as décidé de garder un secret jusque dans la tombe, c'est encore pire. Et encore, imagine, t'es outre-tombe et ton enfant découvre quelque chose que tu lui avais caché. Ben, l'enfant aussi va avoir du mal, en fait, à faire le deuil de son parent, quoi. Je trouve ça vraiment... je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse cet effort de... Pas seulement pour nous de ne pas vivre avec des secrets, etc., pour la famille, mais aussi d'être cette personne dans l'entourage de ceux qui seraient dans ces cas de figure pour les encourager à chercher la vérité. Parce que j'avais aussi un autre cas de figure d'un enfant qui connaît pas son père, et j'en discutais avec la maman, et en gros, je disais, mais tu sais, toutes les informations que tu as sur le père, il faut lui donner. Parce que déjà, de un, tu sais pas quand est-ce que tu vas quitter ce monde. Et de deux, tu veux pas que quand ton enfant il sera en âge d'aller chercher les réponses, qu'il t'en veuille, parce que t'as pas fait tout ce qui était en ton pouvoir pour qu'il rencontre son père, tu vois. Et tout ça, c'est vraiment des trucs à se poser. Et moi, je fais la maline, hein, parce que je suis pas dans ce cas de figure, donc je veux pas condamner et dire « ouais, ce que vous faites, c'est n'importe quoi », mais juste avoir conscience que ça peut briser une relation que t'as eue avec ton enfant, surtout que c'est un enfant qui grandit qu'avec un seul parent. S'il brise cette relation, qu'est-ce qui lui reste ? Il faut garder ça en tête, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et puis même au-delà de cette relation de confiance, juste pour la santé. Parce que quand tu choisis d'avoir un enfant avec quelqu'un, il y a votre ADN qui se mélange, et bah, si l'enfant est diabétique, toi t'es pas diabétique, il va essayer de comprendre. Si il y a des maladies qui se transmettent et que cet enfant a et que toi tu n'as pas, et que ça vient de de la famille de la personne avec qui vous êtes plus en contact pour X ou Y raison, machin. En fait, il y a tout cet aspect-là où, comme je le disais, la vie est déjà bien assez compliquée. Et là, on parle spécifiquement du fait d'avoir des enfants, être des familles recomposées, etc. On sait que dans nos communautés, il y a eu beaucoup d'adoptions interfamiliales, mais ça a aussi brisé des familles. Parce que chez nous, ton enfant, c'est aussi l'enfant des autres. Moi, je vais le dire, les enfants de Daya sont comme mes enfants, mais je remplacerai jamais les parents, tu vois. Et nous, le fait que quand on est arrivé, il y a des familles qui sont arrivées en Europe, qui ont pris les enfants de la petite sœur, des machins, etc. En fait, nos arbres généalogiques sont déjà très compliqués.
Mais maintenant, tu prends les enfants de tantine Jeannette, qui maintenant sont les enfants de tantine Bibiche, parce que elle les a fait venir comme ses enfants, les machins, etc. Mais que vous expliquez pas les choses et qu'un jour tu découvres, en fait, non, t'es l'enfant de ma sœur, mais je t'ai pris comme mon enfant. Oui. Tu te dis, mais en fait, c'est très très bizarre parce que parfois tu peux avoir une animosité envers une personne, En fait, il y a des choses qui ne se mélangent pas, tu vois. Et la mayonnaise prend pas. La mayonnaise prend pas, ça brise des familles parce que tu dis, ouais, mais t'as pris mon enfant. Toi, tu vas dire, ouais, mais je te rends service, j'élève ton enfant comme mon enfant, je lui offre quelque chose que toi, tu n'es pas capable de lui offrir, mais tu vas avoir du ressenti de, oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais ça reste mon enfant, j'ai quand même le droit de décider, j'ai quand même machin, et ça va créer des tensions, et ça aussi, ça brise des familles. Mais complètement, parce que imagine en plus, il y en a qui font ça, ils envoient l'enfant chez l'oncle ou chez la tante et tout dans la famille, et l'enfant est en âge de comprendre ce qui se passe. Et on lui dit, tu vas aller vivre avec telle personne, c'est ta maman maintenant. Tu te rends compte à quel point c'est fucked up dans la tête de l'enfant, qu'est-ce que c'est de dire ça en fait? Oui. Quelle sensation d'abandon ça crée? C'est ce que j'allais dire, ce sentiment d'abandon mais en fait mes parents ne veulent pas de moi. Et alors que c'est très simple d'expliquer à un enfant, non, tu vois, là je te laisse parce que la vie que moi je peux t'offrir n'est pas à la hauteur de ce que j'imaginais pour toi, mais il y a telle personne qui peut prendre le relais. Et Ndaya et moi, on est toutes les deux nouvelles dans la maternité parce qu'on a des enfants qui ont qui ont 10 ans ou moins. Mais juste là, de notre petite expérience, c'est très challengeant, ces petites choses. Tu vois, il y a des choses que moi, ma fille, il y a des questions que ma fille me pose. Parfois, je me dis, mais mon Dieu, elle n'a que 4 ans et demi. Qu'est-ce que ça va être après? Et j'en avais parlé avec un psychologue qui m'avait dit, mais un enfant qui se pose des questions, c'est qu'il est en âge de comprendre la réponse. Bien évidemment, vous n'allez pas aller dans les détails. Mais vous pouvez lui apporter une réponse et vous verrez à la hauteur de sa compréhension. Donc votre enfant vous demande pourquoi vous faites ça? Parce que c'est comme ça, parce que si, parce que ça. Ouais. Elle va dire, ok, le nombre de fois où moi je me mettais un stress pas possible en me disant, elle va me poser cette question, j'ai au moins jusqu'à ses 6 ans et tout, et du haut de ses 4 ans, elle va dire, oui, maman, pourquoi ça et ça et ça? Et là, t'es là, c'est-à-dire, je vais trouver une réponse. Non, mais tu sais quoi, d'accord. Et c'est super parce que moi je trouve que c'est un marqueur aussi comment t'arrives à répondre aux questions ou dans quel état elles te mettent. Ça te permet de savoir aussi si toi tu vois, est-ce que t'es un adulte pro max? Parce qu'en fait les enfants ils te posent des questions en partant du principe que t'es un adulte qui a pris des décisions réfléchies, raisonnées. Et peut-être que des fois t'as juste été impulsive et elle va te poser des questions et tu seras là comment te dire? Non, mais tu vois, c'est ça. Et même le truc, c'est que une fois, elle m'a dit, ah, mais moi aussi, parce que elle a vu une de mes cousines qui était enceinte et qui a accouché. Et donc, du coup, elle me dit, mais maman, moi aussi, j'étais dans ton ventre. Là, t'es là. Tu paniques. Tu étais dans un ventre. Mais d'abord, tu paniques, mais après, tu te rappelles que si tu crées un moment de, tu vois, suspendu, où l'enfant voit que t'es gêné, que tu sais pas quoi répondre, tu vas créer quelque chose, voilà. Tu vas grossir là, quelque chose. Dire, alors que là, c'est un sujet sérieux. Il y a un truc, j'ai dit, non, tu étais dans un ventre. Ah, ok, mais moi aussi, je prenais le lait dans tes tétés. Tu préférais le biberon. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle peut comprendre à son âge. Quand elle va grandir, bien évidemment, je vais lui expliquer tout ce que je peux lui expliquer sur son histoire. Et je m'en vais pas dire ça à tout le monde parce que c'est son histoire, ça lui est très, très personnel. Mais il y a des petites choses comme ça, des petits marqueurs où je me dis, si moi, déjà, je suis challengée comme ça, quand je repense à des histoires familiales ou des amis de mes parents ou des choses comme ça, tu te dis, mais tu m'étonnes qu'ils aient vécu ça. Parce que quand tu as déjà mis une espèce de grosse cloche au-dessus de quelque chose qui est censé être un secret, mais en fait, vous mettez une cloche, ça a un effet loupe en fait. Moi, je me souviens que mon frère, il avait un petit scientifique, en grandissant, il y avait une loupe. Et il s'amusait à jouer avec le soleil, à mettre des choses en direct sous la loupe. Il a fait brûler des mouches, il a fait brûler des papiers, il a fait brûler des bouts de bois, des machins, etc. Parce que, en fait, ça exacerbe un problème, quoi. Tu fais le truc, et moi j'ai l'impression que quand on fait autant de secrets autour de choses qui pourraient être si simples, c'est comme si tu mettais une grosse cloche. Non, mais vraiment, pour celles qui sont encore sceptiques, laissez-moi vous raconter une histoire. Vraiment, je pense que ça va vous convaincre. C'est une histoire que j'ai lue sur Reddit, bien sûr. Où t'as une fille qui a écrit sur Reddit qu'elle a dû... que je sais plus quelle maladie elle avait, etc. Et que
elle avait besoin d'une greffe et dans le cadre des greffes, comme tu sais, on fait des tests de compatibilité avec les gens de ton entourage pour voir qui serait un bon donneur. Et donc, je pense qu'elle a trouvé un match. Et parmi les gens qui avaient fait les tests, il y avait des parents et il y avait son mari. Et entre-temps, en fait, il y a un docteur en fait, de la clinique en question qui l'appelle et qui lui dit est-ce que vous pourriez venir faire des tests supplémentaires et tout ? J'aimerais vérifier certaines choses. Donc elle panique, elle se dit « Oh mon Dieu, je ne vais pas avoir ma greffe, etc. » Et en gros, quand elle arrive, le médecin, il lui dit « Non, en fait, je vous ai inventé un truc au téléphone pour que vous veniez. Mais quand on a fait les tests de compatibilité, on s'est rendu compte qu'avec votre époux, il y a quand même beaucoup d'ADN en commun, en fait. Vous êtes un peu trop compatibles, quoi. » Et elle rigole, genre « Ouais, je sais, les gens, ils disent qu'on se ressemble. » Et ils lui disent ouais, parce que, enfin, l'ADN, it's a match. So, did you know? et elle panique, tu vois. Et donc, le médecin, il lui dit, non, mais là, je vous confirme que vous êtes de la même famille, en fait, avec votre époux. Et donc, elle fait un petit rembobinage et elle explique, en fait, que elle a été adoptée et que lui aussi a été adopté. Et que, ouais, incroyable. Et qu'est-ce que je raconte ? Ouais, et que donc chacun a été adopté dans la même dans la même petite ville, quoi. Et ils se sont rencontrés ailleurs. Et en gros, ouais, ils étaient en mode, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que vous trouvez des points en commun. Il lui dit ouais, moi j'ai grandi dans telle ville. Elle est là en mode moi aussi j'ai grandi dans telle petite ville. Purée, c'est dingue. Incroyable. Incroyable. Et en gros, elle demandait à Reddit, est-ce que je dis à mon mari que c'est mon demi-frère ? Parce qu'apparemment, c'était juste demi-frère, c'était pas frère-frère à 100%. Et elle dit, est-ce que je lui dis que c'est mon demi-frère ou est-ce que je garde ça pour moi jusqu'à la mort ? Parce que, en gros, elle disait, ouais, j'ai trouvé ma personne et là, j'ai pas envie de la perdre, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais ? Incroyable. Et donc, elle discute... au final, elle discute avec son mari et elle lui dit tout, tu vois. Et ils ont décidé de rester ensemble, Ils ont dit, ouais, mais écoute... on s'est trouvé, et puis c'est tout, quoi. Mais en fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, je me rappelle plus des termes, hein, j'essaierai de retrouver un article et de le mettre dans la description, mais j'avais lu, en fait, une explication scientifique, en fait, qui fait que y a un truc bizarre quand tu retrouves quelqu'un qui partage ton ADN, il y a une sorte d'attraction qui se crée. Tu vois. Et que c'est super bizarre, mais j'avais même entendu une histoire comme ça sur une fille qui avait trouvé son père, s'il te plaît. Sans savoir que c'était son père. Et il y avait une sorte d'attraction romantique et tout avec la personne. Donc j'ai trouvé ça tellement... Tu sais, ça m'a dressé les poils du corps. Je me suis dit, si vous voulez pas qu'on se retrouve dans des situations incestuelles comme ça, là, s'il vous plaît, dites la vérité, pardon. Ça m'a vraiment choquée. Non, mais c'est ça. Et en plus, tu sais, il y a une expression en lingala qui dit que ton sang tape. En fait, quand tu rencontres quelqu'un, que le sang, ça se rencontre, je sais pas comment le traduire, mais grosso modo, que quand tu croises quelqu'un dans la rue et que tu es attiré par cette personne, vos sangs se reconnaissent, que vous êtes le même sang, quoi. C'est ça. C'est comme si ça faisait « it's a match ». Voilà, les Congolais savaient, je te jure. C'est un truc de malade. Et c'est pour ça que je trouve ça beau dans notre culture, parce que tu vois, quand il y a des gens qui décident de se marier, avant même de se marier, quand tu présentes quelqu'un, tu te demandes pourquoi toutes les familles, elles s'activent, elles appellent les gens. Tu connais la famille un tel, machin. On se disait, mais c'est quoi ce commérage international ? Alors qu'en fait, non. Ils veulent être sûrs qu'il n'y a pas de lien. Il faut faire une vraie recherche. C'est dans How I Met Your Mother, quand Robin, elle veut se marier avec Barney, ils se rendent compte que, ah oui, moi aussi, j'ai une arrière-grand-mère qui vivait dans tel endroit. Comment ça, comme ça. Et elle avait que ça et tout. Et là, ils commencent à vérifier tous les trucs, parce que, tu sais, quand tu t'appelles Dupont, tu t'appelles Michel, tu t'appelles... Tu sais, il y a des noms qui sont très, très communs. Oui, donc tu prêtes pas attention. Tu fais plus trop attention. Et nous, en plus, comme on est d'une tradition orale, à part avoir quelqu'un qui t'explique, oui, tu es l'enfant d'un tel, qui vient d'un tel, qui vient d'un tel. Et même quand on se présente, on dit, je suis une telle, fille d'un tel et d'une telle. Parce que, en fait, ça permet de tracer d'où tu viens, qui tu es. Voilà. Mais dans tout ça, moi, je le ressens comme ça, c'est qu'en ayant grandi ici, en ayant grandi loin de mes grands-parents, il y a beaucoup de choses que j'ignore sur ma famille. Je connais des histoires vite fait comme ça, et parce que aussi, ma mère, elle aime beaucoup parler de ça. Et elle aime beaucoup te dire, oui, mais tu vois, machin qui est l'enfant de truc, et tu es là, tu dis, ah.
Et en fait, parfois, dans ton cerveau, c'est plus difficile à retenir parce que c'est des gens que tu n'as jamais vus, Bah oui, que c'est tu ne ça. vois qu'une fois dans ta vie, mais tu dois savoir que c'est l'enfant de la cousine, de la sœur, de machin truc, et t'es là, tu dis, ouais, donc en fait, on est liés au 10e degré. Mais elle va te dire, oui, mais tu dois connaître un tel. Tu dis, Ouh là là, ou pas. Parce Ou que franchement, pas. je sais pas comment tu peux garder autant de noms dans ta tête, quoi. Lié au 10e degré. Mais surtout, Oh là là. non, mais parce que surtout que elle baigne dedans. Elle a grandi là-dedans et pour elle c'est hyper important. Je pense qu'elle connaît mieux l'arbre généalogique de mon père que mon propre père. Parce qu'elle est rentrée dedans en se disant, elle a dit je vais savoir qui est qui. Il n'y a pas de, je sais avec qui je me marie, qu'est-ce que ça ramène, parce qu'en fait c'est quand même l'union de deux familles. Non, moi je trouve que c'est important dans chaque famille qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment accroché à l'arbre généalogique. Je pense qu'on n'est pas tous capables de retenir ce genre d'informations, mais il y a toujours un membre de la famille qui sait tout. Ouais, c'est bien d'en avoir au moins un qui sache et qui comprenne en fait l'importance des choses. Et là, on a parlé que du cas où il y a des enfants cachés, des enfants des relations incestueuses qui naissent du fait que, vous saviez pas que vous étiez cousins, que vous étiez frères, que vous étiez sœurs, etc. Mais dans un registre plus grave, je dirais, c'est toutes les violences que tu peux subir dans une famille. Où tu sais que telle personne a abusé de tel enfant, mais que cette personne reste là. Tous les adultes sont au courant que il faut jamais laisser un enfant avec cette personne-là parce qu'il peut arriver des choses, mais qu'on continue de côtoyer cette personne-là. Ouais, ça c'est... Et il faut une personne pour soit dénoncer, soit le mettre à l'écart, etc. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me disais, mais c'est bizarre, ma mère, elle veut pas trop que j'aille dormir chez les gens. Elle préfère qu'on reste à la maison. Quand tu vas aller dormir chez quelqu'un, tu vois, elle est toujours un peu... tendue, tu vois, genre non, mais il y a qui là-bas, comment ça va se passer, etc., etc. Et en fait, j'ai entendu plein d'histoires après où je me dis, mais c'est normal en fait qu'elle voulait pas que j'aille dormir chez les gens, parce que moi aujourd'hui, mon propre enfant, mais elle va dormir nulle part. Tu vois, tu commences à psychoter, tu dis, en fait, même si tu te dis, ouais, mais ce sont mes proches, ils sont très gentils, très machin, etc., tu ne sais pas ce qui va arriver. Et malheureusement, tu connais jamais vraiment le cœur des gens. C'est ça. Moi, je pense que j'ai donné cet exemple-là d'une de mes tantes, en fait, dont en fait, j'avais une cousine qui était plus âgée que moi, on a 10 ans d'écart. Elle s'est mariée. Et en fait, on a fait son mariage coutumier. Et grosso modo, comme ses parents n'étaient pas là, la représentante de sa famille, c'était mes parents, tu vois. Et en fait, son mari était venu avec des amis à lui, et il y en a un, tu vois, qui me sollicitait beaucoup. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai 15 ans. Donc, il me sollicitait, mais sursollicitait. Donc, avec ma cousine, on a 10-12 ans d'écart. Donc, il me sollicitait beaucoup. À un moment donné, tu te dis, mec, voilà, c'est bon. Est-ce que je peux avoir une bière? Machin et tout. Et en plus de ça, comme moi, j'étais la petite sœur de la mariée, c'est de coutume qu'on serve tout le monde et qu'on fasse, coucou, regardez, bienvenue, blablabla, blablabla. Et à un moment, je suis sortie, parce que c'était dans la maison de mes parents, je suis sortie pour... j'ai pris un raccourci en passant dans le jardin pour éviter, en fait, de traverser tout le monde, machin, etc. Le monsieur m'a suivie. Il a commencé à me parler, mais c'était vraiment comme dans les films, comme si tu te retrouves soudainement dans une ruelle noire. Ouais, et tu regardes autour de toi et d'un coup, tu te dis, putain, il n'y a pas d'issue, en fait, là. Ouais. C'est ça. Et la seule partie de la maison, du jardin qui n'est pas éclairée en plus. Tu sais, c'était très très glauque. Et en fait, j'ai une de mes tantes qui a dû voir le truc venir. Elle est sortie direct. Elle a dit, mais en fait, pourquoi tu lui parles? Oh non, mais c'est juste pour faire connaissance, machin, je sais pas quoi. Elle dit, tu vas faire connaissance avec une fille de 15 ans. Elle dit, ça c'est ma fille, tu t'en approches pas. Oh mais non, c'était pas méchant, je voulais juste un peu discuter. Non, ben pourquoi tout le temps où vous étiez là dans le salon et tout, tu discutes pas, et là, quand elle sort dehors, c'est là que tu veux discuter. Et je ne remercierai jamais assez cette tante, parce que ça m'a montré que c'est à nous de nous protéger. C'est à nous, les adultes, de protéger les enfants. C'est ça. Tu peux passer à côté de certains signes, etc., mais c'est comme cette vidéo qui est passée sur je pense que c'est sur TikTok ou sur Twitter, qu'on a vu beaucoup tourner, d'un tonton qui draguait une jeune fille sur Snapchat, et elle lui a tendu un piège parce qu'elle a dit à sa mère, en fait, voilà, il m'envoie des messages trop bizarres, etc. Ils lui ont tendu un piège à la maison, ils l'ont tapé, mais mal, en disant, mais qu'est-ce que tu dis à ma fille? Mais tu sais ce qui m'a choquée dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, la famille, là, ils ont abusé et tout, de taper le monsieur, guet-apens. Mais c'est de la folie de dire ça, parce que tu vois, par exemple, dans ton cas, là, ce que tu racontes, en fait,
ce que la tante, elle a fait, c'est excellent. Mais je me demande quelle est la suite, tu vois. Parce qu'en plus, là, on était à un mariage, etc. Tu veux pas faire un scandale à un mariage. Tu veux que la mariée, elle aille jusqu'au bout de son truc. Mais en vérité, il aurait trop mérité de se faire afficher devant tout le monde. Tu sais, tu l'attrapes par l'oreille, là, tu le jettes devant tout le monde et tu dis, pendant que vous étiez en train de faire vous étiez en train de faire les tractations. Les palabres. Lui, il est là-bas en train de draguer une enfant. Qu'est-ce qu'on fait de lui, tu vois? Genre, pour moi, il fallait le mettre sur le bûcher, tu vois. Il fallait faire au moins un procès. Et je trouve que dans ces cas de figure, bah, c'est souvent comme un non-dit. Ça va être des chuchotements de tel parent va dire fais attention. Ils vont pas te dire pourquoi, mais ils vont te dire fais attention, je veux pas te voir seule avec cette personne. Mais on va continuer à côtoyer cette personne, on va continuer à la recevoir pour dîner à la maison, ce genre de choses. C'est vraiment cette nuance-là que j'arrive pas à comprendre. Comment dans... Et le truc... Vas-y, pardon. Non, pardon. Et le truc, c'est que aussi, quand on te dit fais attention à cette personne, quand tel tonton il a bu, il a les mains baladeuses, tel tonton il est comme ça, ceci, quand il a des problèmes avec sa femme, tu vas voir, il va commencer à parler aux jeunes filles, etc. etc. En fait, il est identifié de tous. Franchement. Il est identifié de tous. Et comme tu dis, on ne le met pas à l'écart, alors qu'on devrait pouvoir le mettre à l'écart. On devrait pouvoir se dire, mais non, mais en fait, les mecs, vous abusez. Non, mais laisse-moi te raconter une anecdote, tu vois. Tu vas halluciner. Parce que moi, je raconte ça et en fait, pour l'avoir vécu, tu vois, il y a je peux même pas l'appeler un tonton. On va dire, c'est un Congolais de la zone dans laquelle j'ai grandi. Parce qu'on n'a aucun lien de parenté ou quoi que ce soit. C'était un adulte. Et en fait, je me rappelle qu'on avait fait une certaine fête de famille à laquelle il y a une de nos cousines, justement, qui est venue nous voir et qui nous a raconté plus ou moins la même chose que toi, tu vois. Mais jusqu'au point où il lui aurait dit si un jour tu vas aller boire un verre, machin, voilà, donne-moi ton numéro, quoi. À l'époque, je pense qu'elle avait peut-être, vas-y, on va dire 18 ans peut-être, mais il avait l'âge d'être... Enfin, c'était l'âge de nos parents, quoi. C'était de l'entourage de nos parents. Et je me rappelle avoir raconté ça, tu vois. Elle nous l'a raconté et je me rappelle qu'on l'a rapporté en se disant qu'il y aurait des conséquences. Et il n'y a pas eu de conséquences. Bien sûr. Et cette personne, elle continuait... Parce qu'en plus, tu vois, quand on a la même communauté et tout dans une ville, on se connaît tous, etc. J'allais parler avec une cousine et en gros, on blaguait à chaque fois de savoir chez qui il va dîner. Parce que ça n'allait pas avec sa femme. Donc, tous les soirs, il dînait dans l'une des familles, là. Si c'était pas chez nous, il l'allait chez l'autre, machin. Et ce gars continuait à être reçu à la maison. Et en fait, un jour... c'était vraiment le truc, je sais pas si toi aussi t'avais ça. Tu rentres de l'école, t'as une longue journée, tu te dis hey, j'ai juste envie de me poser devant la télé, que personne me parle. Et comme par hasard, tu rentres et il y a des invités. Et lui, c'était toujours les jours où t'as pas envie de recevoir, il est là. Et franchement, j'étais tellement de mauvaise humeur, je suis rentrée, je me suis posée devant la télé, j'ai fait comme s'il était pas là. Donc on était deux idiots dans le salon. Je sais plus ce que mon père il faisait et tout, il devait être dans son atelier et tout, peut-être qu'il était en train de bricoler un truc pour lui. Et moi, je regarde Degrassi. Et Néné, quand je te dis le timing, je mets Degrassi, c'était l'épisode où il y a le personnage principal, elle chope la syphilis. Oh, wow. Tu te rappelles la tendance qu'il y avait là, des gens qui se mettaient des bracelets d'une certaine couleur, d'une certaine forme, parce que t'as fait telle chose et tout. Et ben il y avait un épisode sur ça, et en gros, elle avait fait une fellation à un gars et elle chope la syphilis. Et l'épisode finit, tu me crois, ce malade, il se tourne vers moi, il me dit « Est-ce que t'as compris la moralité de l'épisode ?» Oh putain. Néné, quand je te dis, je me suis levée, j'ai fait what? Je suis partie. Non mais l'audace. Je suis partie. L'audace. Parce que je savais que si je répondais, j'allais me faire embrouiller, alors que j'avais tous les droits de répondre. Et ça, c'est vraiment des choses. Ça a forgé ma perception on va dire, de certains vices et de certains péchés. Parce que dans la même famille où je peux raconter une anecdote comme ça, et que cette personne, elle a jamais été inquiétée ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, laissez-moi faire un fast-forward, parce que ça, c'était à l'époque où j'étais mineure et tout. Enfin, Degrassi, ça date. Mais fast-forward, moi, quand j'ai quitté la maison, etc., et que je me suis mariée, les dernières news que j'avais, c'est que sa femme, elle l'avait quitté, parce qu'à un moment donné, elle a hébergé une nièce et qu'il a enceinté la nièce, tu vois. Et je me dis, ça aurait pu être évité si, collectivement, on avait mis un terme à ces vices à ce mec, en fait. En fait, s'il en est arrivé jusque-là, c'est que
continuellement, il faisait n'importe quoi et continuellement, le message qu'on lui envoyait, c'est que c'était « Ah, c'est pas si grave, il est comme ça, tu vois. » C'est OK. Donc, bien sûr qu'il va continuer. Personne n'a protégé les gens autour de ce monsieur au point où il a fini par engrosser l'enfant de quelqu'un. Et en plus, de manière super incestueuse, bref. Tout ça pour dire que dans des cas de figure où il y a des personnes, on va dire, qui sont sorties du cadre parfait qu'on nous a donné de la famille, qu'on a expliqué au début de l'épisode. Ceux qui sont sortis du cadre de je me marie, je fais un enfant, gna gna gna. Et donc il y a lui, par exemple, toute impunité, il continue à vivre sa vie tranquillement, etc. Aux dernières nouvelles, j'avais appris même que de temps en temps, il prêche dans son église, tout, enfin vraiment super. Oui, vraiment, il vit bien, quoi. Non, vraiment, parce que je me dis, des fois je me dis, oui, on n'a pas besoin d'une personne parfaite pour prêcher, mais quand même, quand même. Un minimum de moralité. Il faut quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui a aussi payé pour ses péchés. Bref. Et je me dis, moi, dans ma famille, il y avait eu aussi une autre histoire où on a soupçonné une tante d'avoir été infidèle à son mari. Quand je te dis que cette femme a souffert, elle a eu droit à des procès pendant je ne sais combien de temps, procès sur procès, intervention familiale pour la traiter de tous les noms. Comment as-tu pu faire ça à notre frère qui t'a tout donné, qui a fait ci, qui a fait ça, pour une prétendue infidélité, alors que de l'autre côté, moi je vois des cas de figure où ça enceinte les nièces des gens, ça drague les enfants des gens en toute impunité et il se passe rien. Donc vraiment dans ma tête je me dis mais en fait c'est le deux poids deux mesures, il est lunaire. Il est vraiment lunaire. C'est ça, et comme on dit dans beaucoup d'épisodes, le standing auquel on attend les femmes n'est pas le même que le standing auquel on attend les hommes, parce qu'on va te dire « Ah oui, mais il t'a acheté une fleur, c'est incroyable, c'est le meilleur mec du monde, mais toi, tu vas faire la lessive, tu vas faire à manger, etc. T'as juste oublié de lui faire un énorme câlin quand il est rentré du boulot, et c'est genre, mais t'es vraiment une femme ingrate, quoi. » Il t'a payé une fleur et quand toi t'as fait ton ménage, t'as fait son ménage, t'as fait sa lessive, t'as préparé à manger, machin, mais tu lui as pas fait un câlin quand il est rentré. Mais comment tu peux être une femme aussi ingrate, quoi? Mais je t'ai pas raconté ce truc-là, le top tier man. Je sais pas comment on traduirait ça. Comment je traduirais top tier man en français? Le haut du panier, le truc. Ben en fait, il y avait une fille qui disait, elle disait ouais, est-ce que vous vous rendez compte qu'un top tier man, c'est une femme moyenne? Et en gros, elle expliquait. Quand les gens ils parlent d'un top tier man, ils parlent de quelqu'un qui est visionnaire, qui gagne bien sa vie, tu sais, il est indépendant, il sait s'occuper de ses affaires, de sa maison, c'est un gars propre, etc. Il prend bien soin de lui, etc. Et elle disait en gros, je peux vous nommer 10 amis dans mon entourage, au moins 10 meufs qui sont comme ça. Et quand elles se retrouvent sur le marché du dating, on leur dit ouais, mais voilà quoi, t'es normal, t'es pas extra. Ouais. Mais quand tu retrouves ça chez un homme, d'un coup, ça devient le haut du panier. Je trouve ça trop intéressant. Non, mais c'est vraiment ça. Et le truc, c'est que on est tout le temps, en permanence, en train de se protéger ou de protéger les unes les autres, tu vois. Parce que c'est trop facile. Et le truc aussi qu'on s'est dit, c'est qu'il faut faire croire les enfants. Oui. Quand un enfant vient te voir, te dire, il s'est passé ci, il s'est passé ça, ne pas lui dire « Oh, mais non, tu fabules, etc. » Parce qu'en tant qu'enfant, je pense que c'est déjà assez difficile de confier quelque chose. Je suis tombée sur des vidéos, il y a un média que je suis sur TikTok où en fait, il raconte beaucoup d'histoires de communes. Et en fait, c'est cette femme qui dit que de ses 7 ans à ses 11 ans, son beau-père venait toutes les nuits dans sa chambre. Purée. Elle dit, et ça a commencé par un câlin un peu abusé, après ça a commencé par une main dans la culotte, machin, etc. Et que, après elle dit, c'était notre petit secret, et donc il fallait que je lui fasse des petits bisous en bas, des petits machins, et elle dit, et ça a été crescendo. Purée. Et elle a eu gain de cause qu'après 7 ou 8 ans de procès. 7 ou 8 ans de procès, quoi. Purée. Ouais, 7 ou 8 ans de procès pour quelque chose comme ça, tu vois. Et ça va rester un secret dans la famille de dire « Ah, mais pourquoi on voit plus toi un tel ? Oh non, mais c'est juste que nos liens se sont distendus, puis c'est comme ça. » Non, c'est pas vrai. Il faut nommer les choses. Et j'ai besoin que les gens admettent en fait que c'est de la lâcheté en fait quand ils font ça aussi. Parce que le fait d'admettre qu'il s'est passé ce genre de choses dans une famille, ça crée une implosion. Et ça force en fait à s'asseoir et à discuter et à nommer les choses et à regarder en face en fait qui a fait une erreur à un moment donné. Et il y a que comme ça en fait que vous pouvez guérir. Et c'est pas en se disant non, il y a un non-dit, etc. et qu'on vit dans un secret que ça va guérir, c'est pire. Mais ce que je comprends de l'humain, c'est qu'on n'aime pas être mis en face des choses. Ouais. Surtout là que tu te rends compte que ça va demander un travail colossal, tu préfères fuir.
En fait, je pense qu'avoir un secret, parfois on se dit que c'est plus simple que... Et honnêtement, moi qui ai réfléchi, etc., je dis, dès le début, si on peut éviter le secret, c'est bon, tu vois. Mais tu as aussi des personnes qui vont se motiver à libérer le secret. Tu vois, une fois que le vase est renversé, tu as des personnes qui vont dire, oui, j'étais au courant, j'ai essayé de le motiver à dire la vérité. Il n'a pas voulu dire la vérité, mais pourtant, moi, j'étais là, je lui disais que. Mais en fait, moi, je suis désolée, si vous avez réussi à garder votre secret pendant 30-40 ans, me dire ça maintenant, ça sert à rien. Parce qu'il fallait avoir la même énergie au début. Voilà. Il fallait dire dès le début, ou toi venir me voir, de dire je sais qu'il ne va pas apprécier, quitte à provoquer une implosion, comme tu as dit, mais c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut le faire. C'est pas après, une fois que tout est su, une fois que dis, tout a explosé, moi aussi, j'étais au courant. Oui, bah non, bah je m'en fous. Moi aussi, j'étais au courant, parce que là, moi, je te mets dans le même panier, et en fait, je coupe net. On est et il y a aussi ce truc de vouloir protéger sa paix. Et son espace, son environnement. De la même façon qu'il y a des gens, à chaque fois que vous les voyez, ces gens-là, ils vous apportent des embrouilles, des problèmes, des machins, etc. À un moment donné, c'est identifié. Bah, arrêtez de côtoyer ces personnes-là. Je me dis, c'est pas normal qu'à une seule personne, il arrive toujours des choses abracadabrantesques. Et tu te dis pas, tiens, c'est bizarre en fait. Peut-être que le dénominateur commun de toutes ces choses, c'est ces personnes. Ça arrive à tout le monde qui arrive une dinguerie. Franchement, ça arrive vraiment à tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui sont très très prônes à ça. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On limite en fait. C'est pas une obligation. Et de vouloir protéger les générations futures parce qu'on va écouter ce qu'elles disent, on va croire ce qu'elles disent, c'est pas une aberration. Oui, il y a des enfants qui mentent. Oui, il y a des trucs qui mentent. Mais quand l'enfant est capable de te dire que ah oui, mais d'ailleurs, il y a une tâche comme ça, même si l'enfant peut mentir, c'est très très facile à vérifier. Il y a des choses vraiment... en fait, si un enfant ment, je pense qu'en l'espace de 2-3 jours, c'est réglé, tu le sais, quoi, si l'enfant a menti. Oui. À moins que l'enfant soit un vrai sociopathe et qu'il soit capable de t'inventer des trucs. C'est facile à découvrir, donc faut arrêter avec ça, je te jure. Et c'est ça. Et tu vois, t'as aussi les secrets de famille, je pense plus pour les familles qui ont grandi en Europe, tu vois, ah oui, mon grand-père, mon arrière-grand-père était un ancien nazi. T'es là, tu te dis, ah oui, effectivement, c'est pas quelque chose que tu as forcément envie de savoir. C'est peut-être pas quelque chose que tu vas mettre sur ton profil LinkedIn, tu vois. Ouais, mais il y a tout... Parce que là, on a beaucoup parlé sur 2 cas très, très spécifiques, mais il y a tellement de secrets de famille où, mon père a fait partie de personnes qui ont été condamnées pour des crimes contre l'humanité, etc. Donc, je peux comprendre... Dans certains cas, et même à ça, je trouve que c'est un peu border que vous le gardiez en famille, mais en fait que les gens sachent, parce que malheureusement, à cette ère d'Internet, tout se trouve, tout se sait. Et c'est mieux moi je suis convaincue que c'est mieux d'avoir la connaissance, parce que ça te donne les armes pour te défendre. Tu vas te dire que, plutôt que quelqu'un qui vient te dire « Ouais, moi j'ai lu ça sur telle personne », donc là t'es choqué parce que t'apprends que dans ta famille, il y a une personne qui est considérée comme un génocidaire, il y a une personne qui est accusée d'avoir détourné des millions et des millions d'euros et que machin, etc., ou avoir fait partie de la liste Epstein ou je sais pas quoi. Et t'es là, tu te dis « Bon, ok ». Et donc tu découvres ça parce que t'as le premier choc parce que la personne sait ça sur ta famille, et en même temps tu te dis « Mais moi, on m'a jamais rien dit ». Et de la même façon, en tout cas dans nos communautés, ce qui est beaucoup un secret de famille, hors le fait d'avoir un enfant caché, de cacher un peu des relations qui ne sont pas censées avoir lieu, où un tonton va agresser une jeune fille ou des jeunes garçons, c'est l'homosexualité. Je pense que là, on a le top 3 des secrets de famille de notre communauté. C'est l'homosexualité, c'est un truc de genre... Ah, mais tonton Intel, il s'est jamais marié. Ouais, et on va dire non, lui, il est comme ça, il est très solitaire et tout. C'est tellement... en fait, je trouve ça tellement ridicule parce que j'ai l'impression que les enfants, ils savent, on sait tous. Pourquoi vous voulez faire ça ? On sait tous. Eh bien, moi, je le sais pour un de mes oncles. On m'a dit quoi ? On m'a dit non, il a eu une très grande histoire d'amour quand il était jeune. Ça l'a brisé. Depuis... plus rien. Et t'es là, tu te dis, histoire d'amour des 18 ans, aujourd'hui il a 60 ans. Non, mais t'imagines. Il s'en est pas remis. Et eux, ils sont tous choqués avec ça. Genre, ouais, il trouvera jamais l'amour, il va rester seul toute sa vie. Genre, vous êtes tous d'accord avec ça, vous vous êtes pas dit, venez, on va l'aider et tout à guérir de cette rupture qui l'a brisé, non? C'est juste un fait. Il va rester comme ça, on va le laisser comme ça.
Non, mais surtout que, bon, voilà, enfin, tu dis, bon, là, on arrive à des âges où nous aussi, on a eu les cœurs brisés, etc. Bien sûr, t'as ta phase où tu dis, oh, plus jamais on me répondra, je ne ferai plus jamais ça. Et puis, bêtement, tu te retrouves prise dans un truc et t'es là, tu te dis, bon, puisqu'on est là, autant qu'on soit là, quoi. Incroyable. Autant vraiment qu'on soit là. Et ça, c'est pour tout. Les parents qui te disent, ah non, non, elle est pas comme ça. Ah, ta fille, elle serait pas un peu. Non, non, elle est pas comme ça. C'est juste que bon, elle est comme ça, quoi. Elle est pas. Non, 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 vous inquiétez pas. Elle Non, aime moi, les ce qui me fait rire, garçons, c'est elle quand va même se marier. t'as des conversations sur tous les trucs, genre, non, notre famille, elle est parfaite, etc. Et après, ça te sort des trucs Ouais. genre, non, on n'a aucun problème dans notre famille, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas Ouais. d'homosexualité. Ils te mettent ces deux trucs-là, genre, c'est ça le marqueur de notre famille est parfaite. Après, tu regardes les gens, tu dis, pas de divorce, pas Mm. d'homosexualité. Et ils te regardent, non, yeux dans les yeux, non, il n'y a Yeux dans rien les du yeux. tout. Et je leur dis, vraiment, genre, Que vous des allez menteurs. vraiment faire genre, on sait pas c'est quoi l'histoire. Non, c'est dingue, c'est dingue. Surtout quand ils rencontrent des nouvelles personnes et qu'ils savent pas. Mhm. Ils savent pas, tu vois, genre t'as rencontré des nouvelles personnes, machin, etc. Et toi t'es là, tu connais l'histoire, et devant les nouvelles personnes, ah non, 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 vraiment, nous on est sommes des vraiment agneaux, bien, quoi. vraiment. Mais par contre, tu vois, le Mm. tonton qui drague des enfants à l'arrière de la maison, non, tu vois, lui, on l'a pas mis dans Ouais, les catégories des choses qui font honte à la famille. C'est juste les divorces et les gays. ben, Voilà. Le reste, oui, ça voilà. passe. Non mais c'est la honte suprême. Ça peut pas être autre chose. Ça vraiment, c'est la Je honte te suprême. jure. Je me rappelle, j'avais parlé avec une cousine quand je venais quand je venais d'accoucher de ma première fille. Et en gros, elle m'appelait pour savoir comment ça s'est passé, les contractions, les machins. Et je lui disais, purée, c'était dur. Et elle me dit, mais Mhm. t'imagines, moi, mon premier enfant, quand je l'ai eu, elle me disait qu'elle était tombée enceinte, genre à 17 ans, tu vois. Et que Mhm. le père, il l'a laissée. Donc elle raconte que quand Oh. elle accouche avec sa mère à l'hôpital et elle dit, entre chaque contraction, j'étais en train de prier, j'étais en train de dire, Seigneur, j'ai mal, je souffre. Sa mère, elle lui disait, mais qui t'a envoyé aller faire les choses des adultes au lieu d'aller à l'école? Regarde dans quelle situation tu te Ah, trouves maintenant. Voilà, c'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça. Je me dis, mais t'imagines, voilà. pendant tes contractions, c'est ça qu'on est en train de crier. Je Non me mais suis même dit, si mais on veut maman, dire que à un moment donné, passons à autre chose. L'enfant est en train de naître, quoi. Pendant 9 mois, tu m'as non boudé non comme mais ça. non mais même si tu veux l'éducation à la dure, Ouais. parce que je pense que notre éducation c'est vraiment à la dure dure dure. Quand tu vois que sur des générations et des générations ça marche pas, parce qu'il y a toujours quelque part où il y a un quoi peut-être qu'on peut adapter. Il faut aussi un peu évoluer. Ça veut pas Mhm, dire qu'on doit tous être dans les Montessori, mhm. parce que c'est pas forcément la solution. Mais peut-être être moins dur. L'enfant, tu lui dis, t'es pas content une fois, deux fois, trois fois, maintenant passe à autre chose. Tu vas pas bouder toute la vie de l'enfant parce que c'est les mêmes personnes comme ça qui parlent beaucoup. Après, quand l'enfant naît, ils sont collés serrés avec les Mais enfants, oui. meilleurs amis. Mais tu vois, il y a ça. Et moi, je Enfin, trouve aussi qu'il y a un problème de cohérence. Tu vois, parce que moi, quand j'arrive à l'âge hum, adulte et que j'ai assez de recul, je suis plus une mineure qui a une vision très étroite de la vie et de la famille. Une fois que j'ai vu tout hum, ça, je me dis, mais en fait, vous pensiez être des exemples, mais vous manquez cruellement de cohérence. Donc comment je peux respecter en fait les règles que vous avez établies si je vois que dans vos actions vous n'êtes pas cohérent? Tu vois, la même maman ouais, qui criait sur sa fille en lui disant ça, mais il se trouve qu'elle avait fait la même chose en fait. Donc quand elle criait sur sa fille, elle se bien sûr, criait sur elle-même. Donc tu vois, toutes ces choses-là, bien sûr. en fait, soyons cohérents, vraiment, soyons cohérents. Tu vois, moi, des fois, c'est des trucs tout bêtes, hein. Je rigole avec mes enfants parce que on joue à un jeu, euh, ça s'appelle I'm the One, et t'es censé dire I'm the one who does this, donc dire je suis celle qui fait ça, et en fait, tu parles de quelqu'un d'autre dans la famille, et on doit deviner qui est Mhm, qui. Et en gros, mhm. moi, je dis à une de mes filles, moi, je suis celle qui grignote toujours des trucs en plus, qui veut toujours rajouter, et qui grignote en cachette. Et elle me regarde dans les yeux, elle dit, eh ben moi, je suis celle qui peut pas faire une journée sans coca. Et on se regarde genre, maintenant, nous sommes yeux dans les yeux avec le même problème. Qu'est-ce qu'on va se dire, tu vois? Ouais. Je l'ai regardé genre, Qui va faire quoi? well, on a le même problème, Non voilà, mais on assume. Non, mais c'est ça. Et puis, tu vois, avoir cette relation où vous êtes capable de vous dire les choses, agréables ou pas agréables, je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux construire et améliorer une relation. Ouais. Avoir quelque chose de profond. Parce que si vous êtes toujours dans le béni oui-oui,
vous n'avancez pas. Et dans le nous, à Qu'on te l'époque, dise tout on le temps, faisait ça, nous, on avait fait ci, nous, on avait fait ça. Soyez honnêtes. Tu sais, des fois, je fais juste ne serait-ce que faire les devoirs avec les enfants. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont dépassés parce qu'ils ont l'impression que si t'arrives pas à faire quelque chose, t'es un idiot. Et il faut leur rappeler, en fait, parce que moi, je me rappelle, mes parents, ils me vendaient une histoire de tout le monde était premier de la classe, l'échec n'existait pas, Bien etc. évidemment. Donc, dès que t'arrivais pas à faire un truc, tu te disais, mais je suis la honte de cette famille, c'est pas possible. Expliquer à ton enfant, mais moi aussi, avant, j'avais du mal avec telle chose. Tu sais, on discutait de... Ben, par exemple, ton père, il avait trop du mal avec les maths, ça rentrait pas. Et moi, je lui dirais, ben moi, c'était l'histoire géo, j'y arrivais pas. Enfin, que l'enfant, il réalise que, on a tous des problèmes, on a tous C'est des ça. défauts, on a tous fait des erreurs, etc. dans la vie, mais maintenant, avec ces erreurs, je peux t'accompagner pour que tu ne les vives pas. De la même manière que nous, quand dans le podcast, on parle de dating, etc., et qu'on dit, ouais, je vous déconseille de faire ça, je vous déconseille de faire ci, c'est pas parce que nous, on a eu un parcours parfait, c'est parce que on a vécu certaines choses, on a vu d'autres personnes de notre entourage vivre certaines choses, et on a assez de statistiques maintenant pour vous dire, franchement, vous arrivez à cet âge-là, s'il vous plaît, évitez ça. Et c'est juste mon conseil, juste mon observation. Si t'as envie de faire autrement, fais autrement, mais mon observation, elle dit que ça, c'est pas une bonne idée. C'est tout. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. En tout cas, je pense qu'on a beaucoup parlé de petits et de gros secrets. Est-ce que... En fait, moi, je me dis, sur cette terre, toutes les personnes découvrent un secret de famille, plus ou moins gros. Ouais. Mais c'est rarement de genre... en fait, on est millionnaire et tu savais pas qu'on était millionnaire. J'aimerais bien avoir un secret de famille comme ça. Tu vois, genre, je suis blindée à la mort, mais je sais pas. Je te jure. Genre, un truc comme ça, tu vois. Genre, nous avons gagné au loto quand tu avais 5 ans et nous attendions que tu sois assez grande pour comprendre. Pour savoir si tu étais digne de vivre avec cette fortune. Nous sommes fiers de toi. Voilà tes 50 millions de dollars. Voilà. Ou comme tu vois sur Insta, la vidéo les vidéos des nanas qui disent quand est-ce que la maman de mon mec va venir me voir en me disant je te donne 5 ou 6 millions et tu disparais de la vie de mon fils. Oui. Ça. Où est cette maman? Franchement. Mais bon, ça c'est en faisant des blagues, mais je pense qu'on a tous, dans chaque famille, il y a au moins un secret, parfois plus. La seule chose, c'est que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand un enfant parle, il faut l'écouter. Et aussi, continuer de se protéger, continuer de protéger les autres, et aussi de se dire que, allez, partons, essayons d'avoir des relations saines, et essayons d'être le plus possible transparent. On peut avoir son jardin secret et on n'empêche personne d'avoir sa petite part de choses très très intimes qu'on ne souhaite pas partager, et c'est tout à fait normal, mais qu'on essaie de construire des relations plus saines et plus transparentes, et d'accepter aussi qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs, parfois elles ont honte et c'est pour ça que ça en devient un secret, mais d'être une oreille attentive, ça coûte rien. De ne pas juger, ça ne coûte rien. On peut écouter et juger après, et après se dire... Et en fait, le truc, c'est que quand on juge, quand la chose nous arrive aussi, on se retrouve bête. On se dit, ah, donc en fait, la personne, elle a fait ça pour ça, parce que parfois, tu vas reproduire des schémas et tu vas te dire, ah oui, mais je comprends mieux pourquoi la personne, elle a fait ça comme ça, j'aurais pas dû parler, etc. Mais dans tous les cas, il faut essayer de se dire que dans l'absolu, avoir de très très gros secrets de famille qui peuvent briser des familles, ça ne vaut pas le coup. Si le secret de famille, c'est... oh, j'avais pris la voiture de papa et en fait en tournant à gauche j'avais un petit peu rayé la voiture, ça c'est ok. Mais si ça en devient de l'enfant qui est là, c'est pas l'enfant de mes parents, ma petite sœur n'est pas ma petite sœur, mais en fait c'est l'enfant de ma grande sœur qu'elle a eu très très jeune avec un monsieur qui est parti à l'armée, qui n'est jamais revenu, des machins, ça complexifie des relations qui sont déjà assez complexes. Et bon, on est là, on parle derrière nos petits micros, on donne nos points de vue de par nos expériences, comme l'a dit Ndaya. C'est toujours très facile de dire il faut savoir un secret de famille. Pour en avoir entendu certains, c'est toujours très très difficile à entendre, à accepter. Mais il y a aussi les secrets de famille où il ne faut pas négliger ce qu'on a l'impression de savoir. Oui, il y a des moments où on se monte la tête, mais allez, 9 fois sur 10, on ne s'est pas monté la tête pour rien. Franchement. Parfois, c'est juste la révélation qui va faire en sorte que, ah ok, maintenant on peut passer à autre chose. Donc, voilà. Mandaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Avant de répondre, j'aimerais ajouter un petit conseil, parce que pour le coup, je l'ai testé à plusieurs reprises et ça marche tellement bien. Je conseille ça aux personnes qui sont saines d'esprit.
Si vous êtes une sociopathe, passez votre chemin. Mais c'était saine d'esprit. Bon maintenez une bonne relation avec les enfants de votre entourage. Parce que quand tu as une bonne relation avec les enfants de ton entourage, tu te rendras compte qu'un enfant, quand il se sent en sécurité, il confie des choses. Et je pense que c'est aussi une manière de les protéger. C'est une manière de les protéger et c'est aussi une manière d'avoir des super gossips. Parce que les enfants, ils savent toujours des choses que tu sais pas. Tu vas discuter avec eux, tu vas regarder un dessin animé, ils vont te dire d'ailleurs, hier, maman, elle a dit ça, machin, un truc. Tu vas dire, ah bon. Donc vraiment, ouais, il faut vraiment que chaque enfant, en fait, c'est ce que j'aurais aimé en avoir plus dans mon enfance. Donc je me dis que il faut que chaque enfant ait des adultes en fait en dehors de leurs parents, même si les parents sont bien, hein, qu'ils aient d'autres adultes en dehors de leurs parents à qui ils peuvent faire confiance et à qui ils peuvent se confier. Exactement. Parce qu'on ne peut pas toujours parler de tous les sujets avec ses parents, même si les parents sont très ouverts, etc. Parfois, tu as juste besoin d'un avis externe. Donc voilà, si vous pouvez être cette tante pour quelqu'un, c'est super. Qu'est-ce qui me rend heureuse Tu sais que ça faisait au moins 1 mois que je n'avais pas joué à Palia. Donc là, j'ai retrouvé ma Switch et ça fait... ça fait plusieurs nuits d'affilée là que je joue. J'ai même raté des updates. Genre, j'ai raté des updates et en fait, je suis en frénésie là. J'ajoute des quêtes partout, main quest, side quest, etc. J'en ai plein. Donc là, ça fait des nuits que je joue et qu'il n'y a rien qui manque en fait. Il y a toujours quelque chose qui m'attend derrière. Genre, t'as fini telle quête, tu peux passer à la suivante, machin. Je suis trop heureuse d'avoir pu relâcher un peu. Et aussi, ce qui me rend heureuse, c'est que je vais enfin aller en vacances. C'est mérité, même si ça va me manquer de ne pas vous parler au micro. J'ai vraiment hâte en fait d'avoir ce mois off parce que cette année, elle a été waouh. L'année n'est pas finie, hein, mais vraiment entre janvier et maintenant, là, ça a été tellement intense. J'ai trop hâte de poser le téléphone, poser le micro et me reposer. Et dernier truc, ma nièce a eu son bac avec mention bien. Je suis trop fière d'elle, trop fière d'elle. Vraiment, félicitations ma kéké. Voilà, c'est ça qui m'a rendue heureuse dernièrement. Et toi ? Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est la préparation des valises pour les vacances qui arrivent très vite. Où je suis en train de me dire « Ah, mais j'ai besoin de ça, on a besoin de matcher comme ci, on a besoin de matcher comme ça. » Tout est booké, les activités sont bookées. Je suis contente parce que par rapport à l'année dernière, je m'y suis pris un peu plus en avance. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc du coup voilà, mais là c'est les préparations des valises. En plus comme c'est les soldes, t'as l'impression que tu peux acheter plein de choses et que c'est pas cher, sauf que c'est un peu cher quand même parce que plein, si tu rachètes toute une garde, voilà, si tu rachètes toute une garde-robe pour une semaine de vacances, c'est un peu abusé. Donc j'essaye de doser. Et même pour l'enfant, tu vois, en fait, comme dans l'épisode précédent, on parlait de l'enfant intérieur, là, je suis grave en train de soigner mon enfant intérieur par rapport à tout ce que j'ai prévu. En fait, c'est moi qui vais plus kiffer que l'enfant, je pense, mais c'est trop cool. C'est ok. C'est cool. Tout à fait ok. Ouais. Donc là, on a bientôt finalisé les valises. Bientôt, je vais songer à ma coupe de vacances. Et voilà. Franchement, c'est juste ça qui me rend heureuse en ce moment, c'est la perspective de cette grosse semaine, ces 10 jours de vacances qui vont être grave kiffants pour nous deux. Et puis elle va continuer de vivre sa meilleure vie et moi aussi je vais continuer de vivre ma meilleure vie, tu vois, mais ça va être très bien. Trop cool. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à toutes de nous avoir écouté divaguer sur les secrets de famille. Dites-nous, est-ce que vous avez envie de partager un secret de famille que vous avez découvert ? Est-ce que vous faites partie de ces licornes qui n'ont pas de secret dans leur famille et tout est dit ? Ou est-ce que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose et qu'on ne vous a jamais dit ? Vous savez où nous trouver pour discuter, par email, sur Not Gonna Lie si vous ne voulez pas révéler votre identité, sur Twitter pour discuter et faire des polémiques, et sur Instagram pour faire des blagues ou discuter en révélant votre identité, enfin bref. Vous connaissez la chanson, c'est toujours la même. Comme on l'a dit au début de l'épisode, c'est l'avant-dernier épisode avant qu'on parte en vacances. Et voilà, donc encore un épisode après celui-ci, et après c'est bye bye les vacances pour nous, et on se retrouvera à la rentrée. On a hâte de vous retrouver à la rentrée, encore un épisode, et voilà, on se dit à très bientôt. Encore un épisode. Au cas où vous n'auriez pas compris.
Bisous, bisous et à très bientôt. Bye yo.